Alors, on va continuer le chapitre 3. Cette fois-ci, donc, on va donc parler de la formulation de Dirac ou le formalisme de Dirac. Donc, historiquement, ce formalisme est apparu durant les premières années de l'apparition de la mécanique quantique. Au début, il y avait deux approches, ce qu'on appelait la mécanique ondulatoire, qui est développée par Schrödinger, qui se base sur l'équation de Schrödinger et l'étude des fonctions d'onde, solution de cette équation, et ainsi la description de l'état de la particule. De l'autre côté, il y avait une deuxième approche qui se base sur le calcul matriciel et qu'on a appelé la mécanique matricielle. C'est une approche qui a été développée par Born, Heisenberg et Jordan, qui, donc, à chaque grandeur physique mesurable, il associe une matrice et donc toute cette mécanique a été donc développée dans le cadre d'algèbre des opérateurs. Et c'est Dirac qui va observer que les deux approches sont en fait équivalentes et il va les unifier dans une même formulation qu'on appelle le formalisme de Dirac, comme je viens de le signaler. Donc cette formulation de Dirac se base sur les 4 points que vous voyez ici. Donc d'abord, donc l'état de la particule, il est décrit par un vecteur qu'on va appeler vecteur d'état. Et ce vecteur d'état, il appartient à un espace de Hilbert abstrait qu'on note E ici, de dimension quelconque. Il peut être de dimension finie ou de dimension infinie. Et pour chaque grandeur physique, on va associer un opérateur qui agit dans le même espace des états. Et tout ça, il va être donc fait dans une formulation, dans une notation spéciale qu'on appelle la notation de Dirac, qu'on va développer par la suite. Alors, donc, les avantages de ce formalisme, c'est que les fonctions d'onde que nous avons étudiées apparaissent comme un cas particulier, une représentation particulière. On va le voir vers la fin de ce chapitre, de l'espace des états. En plus de ça, le formalisme de Dirac permet de décrire des systèmes quantiques plus généraux que la fonction d'onde ne peut pas décrire, tels que par exemple le spin, un système à plusieurs particules. Ça, c'est le formalisme de Dirac qui permet de décrire tous ces systèmes-là. Et en plus de ça, c'est que la notation utilisée par Dirac, elle est très pratique et simplifie les expressions de différents objets mathématiques. Il va nous permettre, vous allez le voir, de faire un calcul simple et facile à maîtriser, à mémoriser. Donc, on va lier les notions des vecteurs aux notions d'opérateurs et faire le calcul de façon plus facile. Voilà donc l'espace des états. Dans cette formulation, on va parler de la notion de quête. Donc l'état quantique JD, c'est un vecteur de l'espace vectoriel de Hilbert qu'on va appeler vecteur d'état ou bien vecteur quête ou simplement quête. Donc on va le noter de cette façon-là. Donc on va écrire le symbole psi entre un crochet à droite et une barre verticale à gauche qu'on va appeler vecteur quête psi ou bien quête psi tout court. Et c'est la même chose que les vecteurs dans le cas usuel que vous connaissez. Donc c'est par exemple, j'ai noté ici V avec une flèche là. Vous voyez, donc on a l'habitude de noter les vecteurs comme ça. Donc V, ça veut dire la vitesse, la première lettre de mot vitesse. Donc quand vous voyez un vecteur comme ça, vous connaissez que vous savez immédiatement que il s'agit de vecteur vitesse. La même chose ici, si vous voyez OM, vous savez que O c'est l'origine, M c'est l'extrémité, et ce vecteur c'est le vecteur position. A, par exemple, aussi, c'est l'accélération avec flèche en haut en mécanique. En électromagnétisme, la même chose. Si vous écrivez E, c'est le champ électrique. Si vous écrivez B, c'est le champ magnétique, et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose exactement ici en mécanique quantique. Il n'y a aucune différence. La seule différence qui est nouvelle, c'est que au lieu d'écrire des vecteurs avec des flèches, on va les écrire entre ces deux barres. Cette barre qui est verticale et ce crochet-là à droite.
Et bien sûr, les règles de calcul, ça reste la même que dans le cas des espaces vectoriels en général. Donc, vous savez, pour un espace vectoriel, vous pouvez multiplier un vecteur par un nombre, vous aurez toujours un vecteur. Vous pouvez sommer les vecteurs. Vous pouvez construire le produit scalaire. Vous pouvez faire le produit vectoriel et ainsi de suite. Donc, la même chose ici dans ce cas, sauf que les notations qui vont changer. Donc, par exemple, si vous multipliez un nombre complexe par un vecteur, eh bien, vous pouvez l'écrire comme ça. Et cette notation comme ça veut dire que vous multipliez votre vecteur de départ, qui est psi, par un nombre complexe lambda. Si vous faites la somme, la même chose de deux vecteurs, on peut le noter psi plus xi entre le crochet et la barre verticale. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous voulez comparer avec les notations usuelles que vous avez l'habitude d'utiliser, si vous avez deux vecteurs A plus B, en général, on écrit C au lieu d'écrire A plus B avec flèche en haut sur les deux symboles A plus B. Donc, vous voyez, ça, c'est plus pratique comme ça que d'écrire des vecteurs comme ça. Nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle la notion de bras. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de bras? Il vient de la notion de l'espace dual. Donc, vous savez, dans le cas général des espaces vectoriels, on construit ce qu'on appelle les espaces vectoriels duaux. L'espace vectoriel de départ, c'est l'espace des fonctionnels linéaires ou bien des formes linéaires. Donc, c'est des fonctions qui, agissant sur un vecteur, vous donnent un nombre complexe. Et c'est ce que j'ai exprimé ici. Donc, ici, le vecteur. Et f agissant sur les vecteurs, ça vous donne un nombre complexe C. L'ensemble de ces fonctions, c'est un espace vectoriel, qu'on appelle bien sûr, comme je viens de le dire, espace dual. Et le nouveau ici, donc, c'est que on va le noter, ces fonctionnels, on va les noter comme ça, sous cette forme-là, qui est donc une barre verticale et un crochet à gauche et au milieu le symbole psi qu'on va appeler vecteur bras. Ou bien le vecteur bras psi, ou bien tout court le bras psi. Donc c'est un vecteur aussi, mais qui est vu en agissant sur les vecteurs ket, ça donne un nombre complexe. Quelques propriétés relatives à l'espace dual, c'est que donc si vous avez un ket, vous pouvez toujours lui associer un bras, alors que l'inverse n'est pas toujours vrai, surtout quand il s'agit des espaces vectoriels de dimension infinie. Quand c'est d'émotion finie, c'est vrai, donc il y a une correspondance dans les deux sens, mais quand il s'agit des espaces d'émotion infinie, il faut faire attention, il existe des bras auxquels on ne peut pas associer des quêtes. Alors, ce qui est important aussi, c'est que si vous avez un vecteur multiplié par un nombre complexe, vous voulez lui associer un bras. Alors, pour lui associer un bras, eh bien, c'est pas lambda bras psi, mais c'est lambda étoile psi, bras psi. Donc, c'est lambda le complexe conjugué de lambda. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Donc, le lambda, si je le fais entrer à l'intérieur, j'aurai le ket lambda psi. Je peux lui associer le bras lambda psi. Mais si je veux faire sortir le lambda ici à l'extérieur, eh bien, il va sortir avec étoile. Donc, ça veut dire que c'est son complexe conjugué qui va être multiplié par le bras. Et voilà, donc on peut à partir des bras, comme j'ai dit, donc l'importance des bras dans la mécanique quantique, c'est qu'il va nous permettre de générer des nombres. Et toujours, notre objectif, c'est de l'espace vectoriel, on veut passer au nombre parce que les grandeurs physiques sont mesurables, sont des nombres. Et là, donc, nous avons besoin donc, des bras pour construire le produit scalaire qui nous donne, à partir de deux vecteurs, nous donne un nombre. Par exemple, donc ici, vous voyez donc un produit scalaire, la psi xi, peut être défini comme étant l'action de bras psi sur le ket xi, qu'on va écrire tout simplement, on va supprimer les parenthèses ici, et on va les deux barres verticales, on va les coller l'un à l'autre, et vous aurez cette expression. Et donc ça, c'est un nombre complexe qui est le produit scalaire sur l'espace de Hilbert E. Et c'est de là que
Dirac a inventé la notion de bras et de quête parce que si vous prenez cette quantité comme ça, complètement, eh bien c'est un crochet, ou bien c'est un bracket en anglais. Et donc ces deux symboles sont entre deux crochets. Et donc c'est bracket et alors donc la partie gauche il l'a appelé bras et la partie droite il l'a appelé quête. C'est les deux parties de ce mot bras, quête. Voilà, donc nous avons le produit scalaire, nous avons qu'est-ce que c'est que le quête, qu'est-ce que c'est que le bras, et donc bien sûr ce produit scalaire il a toutes les propriétés voulues, donc des produits scalaires, et la seule différence avec le produit scalaire usuel, et c'est ce que je vous ai raconté dans les séances précédentes concernant le produit scalaire sur l'espace des fonctions de carré sommables, c'est qu'il faut faire très attention à l'ordre des symboles dans le produit scalaire. Psi, phi, ce n'est pas phi, psi, comme dans le cas des espaces vectoriels, des produits scalaires, des espaces vectoriels sur R. Donc, si vous changez la position, eh bien, il faut ajouter que c'est le conjugué complexe de premier. Donc, psi, le produit scalaire psi, phi, c'est phi, psi, étoile, c'est-à-dire le conjugué complexe de ce. Deuxième propriété, c'est que ce produit scalaire, il est linéaire par rapport à la deuxième composante. Donc, si vous avez dans la deuxième composante une combinaison linéaire de vecteurs, eh bien, vous pouvez faire sortir les nombres complexes sans problème, il est linéaire. Mais si vous avez la combinaison pour la première, une combinaison de bras, eh bien, ça doit sortir avec des étoiles, c'est-à-dire des conjugués complexes de lambda 1 et de lambda 2. Et on dit que ce produit scalaire, il est antilinéaire par rapport à la première composante. Et donc, toutes ces propriétés peuvent être déduites seulement de cette première. Donc, il suffit donc d'utiliser celle-ci. Vous allez voir que ceci est égal à ça. Donc, on l'appelle produit scalaire hermitien. Alors, à partir de produit scalaire, bien sûr, on peut parler de normalisation et d'orthogonalisation. Vous voyez donc en notation ondulatoire ou bien en mécanique ondulatoire, vous vous rappelez, nous avons écrit les produits scalaires et la normalisation et l'orthogonalité sous ces formes-là, avec des intégrales et les conjugués complexes des fonctions d'onde et ainsi de suite. Mais dans la formulation de Dirac, vous allez voir, donc regardez donc, ces expressions, comment elles s'écrivent. Donc vous voyez, c'est juste bras psi, ket psi égale à 1, bras psi i, ket psi g est égal à delta eg. Et vous voyez donc la notation de Dirac, il est plus simple par rapport à ce que nous avons vu avec les fonctions d'onde. Donc c'est ça qui fait la puissance de cette formulation de Dirac.